Cela fait plus de 40 ans que les collégiens ne font plus de travaux manuels. Des associations se mobilisent pour donner toute sa place à l'artisanat. On en parle avec nos invités. Gabrielle Legeret, vous êtes fondatrice de l'Or dans les mains, une association qui mobilise les artisans dans les écoles. Bonjour. Bonjour. Laurence Descréaux, vous êtes agrégée de lettres classiques et fondatrice du Festival des vocations. Et vous êtes auteure aussi de Tempête sur les représentations du travail, édité aux Presses des Mines. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Henri Ouellet, journaliste au Figaro étudiant. Alors Paul-Henri, les élèves n'étudiaient plus de métiers manuels au collège, mais en fait, cela n'a pas toujours été le cas. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, jusqu'en 1985, les élèves suivaient des cours d'EMT. Il s'agissait de l'enseignement manuel et technique. Cette matière était dispensée entre la 5e et la 3e, et elle consistait en fait à fabriquer des objets concrets en atelier. Les élèves travaillaient le bois, le métal, ils utilisaient l'électricité, et ils travaillaient avec de vrais outils. L'objectif, c'était d'apprendre des savoir-faire pratiques et de s'initier au métier manuel. Alors, beaucoup de souvenirs pour moi, mais pourquoi cette matière a été supprimée ? En fait, ça a été fait dans une logique de modernisation. Dans les années 80, l'EMT a été remplacé par la technologie. C'est la fameuse techno qui est encore en vigueur aujourd'hui. Dans cette matière, les élèves analysent des objets techniques du quotidien, ils construisent des maquettes, ils réalisent des projets informatiques et ils sont aussi sensibilisés aux enjeux environnementaux. Ce sont des cours qui peuvent être très intéressants, mais ils sont beaucoup moins concrets que ce que pouvait être l'EMT. Alors, en quoi c'est un problème ? Eh bien parce qu'en fait, ça a largement déconnecté le collège et les métiers manuels. Beaucoup de collégiens ignorent à peu près tout de l'artisanat. Ils ne savent pas ce qu'est la réalité du métier d'électricien, de plombier ou de menuisier. Or, pour une partie de ces jeunes ont une intelligence qui est davantage pratique. Ils ne se retrouvent pas forcément en fait, dans le système scolaire. Et le problème, c'est que si on ne leur montre pas qu'il existe des alternatives aux études purement intellectuelles, eh bien, ils risquent de se retrouver dans une situation d'échec. Alors pourquoi c'est un problème pour le marché de l'emploi ? Eh bien, c'est aussi un problème pour le marché de l'emploi, en effet, parce qu'en France, les métiers manuels ont beaucoup de mal à recruter. On manque de maçons, de cuisiniers, de couvreurs. Et on fait souvent appel à des travailleurs qui viennent de l'étranger pour pallier cette pénurie. Mais en réalité, en fait, si ces métiers n'attirent plus, eh bien, c'est notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils sont méconnus. Ils souffrent souvent d'une mauvaise presse, ils sont mal vus et souvent à tort en fait parce que ces métiers peuvent être très bien rémunérés. Un soudeur confirmé par exemple peut largement gagner 4 000 € par mois. Alors peut-être pour commencer cet échange, Laurence Descréaux, j'aimerais commencer par vous poser une question. Vous avez travaillé sur le sujet justement de cette dévalorisation des métiers manuels en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça tient ? Oula, c'est long, mais enfin bon, je vais essayer d'être synthétique. En fait, ça remonte très loin, puisque ça remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, avec les grands coupables sont Platon et un peu plus tard Cicéron. Alors pourquoi ? Parce que donc, très étrangement, dans la Grèce très ancienne, l'artisanat était quelque chose d'hyper valorisé parce que c'était des princes un peu partout qui avaient besoin pour marquer leur concurrence entre eux, d'être le plus riche, le plus original. Et donc, ils faisaient appel à des artisans qui leur faisaient des objets merveilleux. Et l'artisan, il avait un statut de démiurge, c'était quelqu'un de très important, c'était celui qui allait contribuer à la gloire du prince. Et avec la République athénienne, où tout le monde devait être égal, on condamnait le luxe, là, tout ce qui était manuel est devenu quelque chose d'utilitaire. Et ça avait très mauvaise presse puisque, à l'époque, donc avec Platon notamment, l'idée que ce qui caractérise l'homme, c'est la philosophie, c'est le logos, c'est la capacité de raisonner dans l'abstraction, dans le monde des idées. Et l'artisan, c'est quelqu'un qui est dans la glèbe, qui est dans le monde, qui n'est pas du tout dans les idées. Avec cette idée, donc, d'une part, il est épuisé par sa tâche lourde de la journée. Donc, quand il s'agit d'aller réfléchir à la cité, il est trop crevé pour ça. Donc, il est bon à rien, juste à être en train de fabriquer sa chaise ou bien son broc. Et cette idée aussi que l'artisanat ne peut être que routine, puisqu'une chaise, c'est quoi ? C'est fait pour s'asseoir. Donc il y a un modèle unique de chaise qui vient de l'idée de chaise et on se transmet les traditions et on fait toujours la même chose. Donc c'est une espèce de bourrin, quoi, si vous voulez, vraiment pour
Pour Platon, les artisans sont... Et alors, bon, vous me direz en quoi ça nous concerne, il y a 5 siècles avant Jésus-Christ. Ça nous concerne en ce sens qu'avec l'humanisme, dont on nous a dit monts et merveilles quand on était au collège, on a été sauvés de l'obscurantisme médiéval grâce à l'humanisme, j'ai découvert en faisant ce bouquin que l'humanisme, c'est aussi ce qui a mis comme étant la seule grande qualité la capacité de raisonner, la capacité de ressentir, sentir la beauté, notamment et surtout à travers les auteurs latins qui venaient donc d'être mis à disposition de tout le monde grâce à l'imprimerie et grâce à la découverte, suite au siège de Constantinople, de toutes sortes de manuscrits qui auparavant étaient inconnus ou bien juste détenus par l'Église. Donc là, tout le monde s'entiche de ça, enfin tout le monde, la bourgeoisie s'entiche de ça et l'artisan devient vraiment une bête brute. Ils emploient ce mot-là, la bête brute. C'est terrible. On a l'impression que l'éducation nationale n'aime pas tellement les artisans. Ils sont des travailleurs finalement manuels. Puis c'est des petites entreprises en fait. Puis l'entreprise, c'est pas toujours apprécié. On a l'impression que le monde enseignant n'est pas forcément très accueillant. Alors on en parlera un peu. Oui, mais parce que je pense que les choses changent beaucoup. Gabriel en parlera. Mais effectivement, à partir de la suppression, moi j'ai connu l'éducation manuelle et technique qui existait pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'on apprenait aussi bien de la couture que l'ébénisterie. Moi, j'ai appris la marqueterie. C'était génial. Enfin, tous les enfants, on aimait ça. Et ce que j'ai vu de mes enfants avec les cours de techno, c'était un peu... c'était pas très intéressant toujours. Bon, ça j'irai pas forcément sur ce champ-là, parce que je pense que la technologie bien enseignée, ça peut être merveilleux aussi, et c'est un rapport, finalement, ça peut former des techniciens et des ingénieurs ensuite. Ça éveille quand même à la fibre de la matière. Mais ce que je voulais vous dire quand je vous ai fait ce bref historique, c'est qu'il y a en France, et c'est vraiment en France, un mépris de la matière. Tout ce qui touche à la matière, c'est réputé être vil et sale. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on les traînait pendant des siècles. Donc encore aujourd'hui. Représentation. Gabriel Légeret, vous avez fondé De l'or dans les mains, donc vous faites venir des artisans dans les écoles. Comment vous êtes venu l'idée de créer cette association ? Parce que je faisais partie de ces élèves qui s'ennuyaient profondément à l'école, qui ont même été un peu en échec, ce qu'on appelle en échec scolaire, et que je trouvais ça terrible d'être dans un système qui ne valorise qu'une forme d'intelligence alors qu'il y en a plein d'autres. Vous avez connu les cours de techno plutôt ? Moi, j'ai connu les cours de techno et c'est vrai qu'on faisait un petit peu de choses manuelles, mais très peu. Et aujourd'hui, en fait, il y a quand même quasiment plus aucun temps qui permet aux jeunes de se confronter à la matière et au plaisir de faire avec ses mains. Et ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Laurent, c'est que quand on fait un pas de côté et qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger, on a quand même 2/3 des 30 pays européens qui ont réinstauré ou fait perdurer des cours de pratique manuels. Et plutôt dans le sud de l'Europe, plutôt dans le nord. On a l'impression que c'est plutôt dans le nord. Plutôt dans le nord. Plutôt dans les pays scandinaves, par exemple. Exactement. Donc on a ce qu'on appelle le SLOID qui est érigé vers les pays du nord. Mais si on regarde par exemple le classement PISA, le premier pays européen qu'on trouve, c'est l'Estonie. L'Estonie, ils ont 45% de cours fondamentaux de moins que nous. Et par contre, ils ont quasiment la moitié de cours qui sont des enseignements manuels et pratiques. Donc ça veut dire que l'enseignement manuel, en fait, permet d'être meilleur intellectuellement. Oui, et par exemple la Belgique... L'intelligence de la main. Exactement. Voilà. La Belgique vient de réinstaurer des enseignements manuels et pratiques depuis 2022, et donc pour 2 objectifs, parce que ça réduit les inégalités scolaires et que ça favorise la réussite de tous les élèves. Oui, c'est pas uniquement pour des élèves manuels, ça aide finalement au développement aussi des bons élèves, des élèves plus intellectuels. Oui, et en fait, si on regarde un peu les objectifs de ces enseignements manuels et pratiques, c'est contribution aux apprentissages théoriques, parce qu'en fait, quand vous faites des maths par de la pratique, vous touchez beaucoup plus d'élèves, les apprentissages des savoirs pratiques. Par exemple, en France, on a quand même un impact négatif d'une non-éducation à l'alimentation ou au fait de cuisiner, le bien-être. Les compétences sur la confiance en soi, sur l'anxiété des élèves, ils sont quand même très mauvais en France et ils sont plutôt bons dans ces pays-là. Évidemment, l'orientation. Et en effet, si ces compétences ne sont ni évaluées ni encouragées pendant le parcours scolaire des élèves, c'est quand même difficile de dire à un jeune à 14 ans, deviens ébéniste, c'est génial. Alors que pourtant, d'ici 2030, sur les 2,8 millions d'emplois qui vont être créés par l'IA, par le numérique et par les transitions sociales et écologiques, on en a quand même 90% qui sont des postes dans l'agriculture ou la rénovation du bâti ou la mobilité douce. Donc en fait, on va avoir besoin de ces emplois et on va avoir besoin de ces compétences. Et donc il y a un enjeu à les replacer très tôt dans le système éducatif.
Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de revenir aux travaux manuels aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce serait possible comme un retour en arrière finalement? Alors, pas forcément un retour en arrière, parce que je pense qu'on peut le faire différemment. Ça veut dire comment est-ce qu'on outille les enseignants pour que l'ensemble des savoirs fondamentaux puissent être abordés aussi par l'intelligence de la main. En fait, si vous permettez à des élèves de faire des maths ou des sciences et vie de la Terre ou même de l'histoire par une dimension beaucoup plus matérielle des apprentissages, en fait, vous pouvez transformer des gamins. C'est-à-dire que si vous permettez... D'apprendre les maths en cuisinant, par exemple. En cuisinant, ça permet aussi de se réapproprier l'espace. Aujourd'hui, on a quand même un enjeu de jeunes qui n'arrivent plus vraiment à se situer dans l'espace parce qu'ils sont beaucoup derrière des écrans. Et on répond aussi à des problématiques de santé mentale. Nous, on le voit chez De l'or dans les mains, il y a des gros enjeux de motricité fine parce qu'on est face à une génération qui est très confrontée aux écrans. Et donc, si on leur offre pas d'autres endroits que les écrans où il peut y avoir cette espèce de jouissance qu'on peut retrouver quand on a un like sur TikTok, eh ben, peut-être que ça peut être une alternative intéressante. Laurence Decréau, j'avais une question. Est-ce que vous seriez pour revenir, vous avez des souvenirs de travaux manuels à l'école? Oui, moi, épouvantable. Mais bon, moi, j'ai deux mains gauches. C'est pour ça que je me suis intéressée à cette cause, parce que je me suis dit, tout le monde n'est pas comme moi. Je suis un cas un peu désespéré. Mais moi, j'ai découvert à travers... Vous faisiez le MT, vous, à l'école? J'ai fait de la couture, oui. Vous faisiez de la couture. C'était atroce. Mais bon, juste pour moi, parce que tout le monde s'amusait sauf moi. D'accord. Et vous pensez que ce serait bien, vous, de votre côté, retour aux travaux manuels? Je pense que ça s'impose, parce qu'il y a quand même une aberration, c'est qu'on a tendance... Enfin, on a dit pendant plusieurs années... On a des décennies, aux élèves qui n'étaient pas bons à la fin de la troisième, c'est plutôt un manuel qu'un intellectuel, sauf qu'on n'a rien testé de son savoir manuel. Comme si ne pas être intellectuel, c'était finalement être un crétin et être un manuel. Enfin, c'était à peu près l'équivalence. Moi, c'est ça qui m'a vraiment ulcéré quand j'ai découvert à quel point on n'éveille pas toute une partie de l'intelligence des jeunes. Et après ça, on va dire, bon, ils sont stupides. Ben non, ils ont simplement une partie d'eux-mêmes qui n'a pas été éveillée, et c'est tout. Et je me souviens, là, quand j'ai préparé ce livre, ce que disait Françoise Dolto, elle disait qu'on oblige des gamins qui ont entre 12 et 16 ans à être immobiles pendant 8 heures dans une salle de classe, à écouter des choses abstraites, alors qu'ils ont, pour la plupart d'entre eux, envie d'avoir prise sur le monde. Ils ont envie de toucher le monde. D'agir, bien sûr. Et ça, c'est complètement mis sous le boisseau. Moi, j'ai été ravie dans ce contexte-là, parce que je fais partie de la toute petite frange d'intellos qui sont nuls. Vous êtes agrégé de lettres classiques. Oui, bah voilà, il n'y a pas plus loin du réel que ça, quoi. mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Et c'est vrai que c'est absolument scandaleux qu'il y ait une toute petite partie de la population qui est kidnappée l'homoculture, pour dire que... C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, c'est vrai que les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer finalement en classe, on a tôt de leur dire... ils sont peut-être TDAH, ils ont peut-être un problème de comportement, alors que peut-être que tout simplement, c'est pas fait pour les enfants de rester comme ça en classe. Ils sont pas faits pour l'école, c'est l'école. Plutôt l'école qui est pas faite pour eux. Et je trouve que la démarche de Céline Alvarez, qui a fait une expérimentation à Gennevilliers, elle dit qu'en fait, elle prône vraiment une démarche multisensorielle qui facilite l'apprentissage en faisant converger la même information par plusieurs sens. Et donc, pour la réussite éducative, si on peut en fait faire des maths ou même du français par une entrée plus concrète, plus connectée au réel, on peut vraiment transformer l'école sans arrêter de placer des millions de jeunes en situation d'échec scolaire sous prétexte qu'ils ne sont pas académiques. Alors justement, moi je suis allé en reportage lors d'une des journées qui est proposée par votre association dans un collège de Saint-Denis. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait donc des jeunes, c'était des 5e, qui pouvaient être soudeurs, être menuisiers, travailler, s'initier à la maroquinerie le temps d'une journée. Ils enchaînaient comme ça à la suite des ateliers. Et en fait, je me demandais si vous qui avez fondé De l'or dans les mains, vous pensez que ça serait une bonne idée de revenir à ce système justement? Est-ce que vous pensez que ça peut être internalisé à terme, que l'école propose ce type d'atelier? Nous, on plaide vraiment pour replacer l'intelligence manuelle au sein du système éducatif. Alors, pas forcément en recréant un cours de MT, mais vraiment en peut-être mettre au service des enseignants, les artisans, pour qu'ils puissent, à certains moments de leur cours, pour aborder certaines notions du programme scolaire,
faire l'expérience de la menuiserie, faire l'expérience de la céramique, l'expérience... Donc là, on va au-delà du simple éducation manuelle et technique. Oui. C'est des professionnels qui viennent en classe. Donc Paul-Henri est allé vous voir. Est-ce que ça a déjà permis à des jeunes de trouver leur vocation ? Oui, complètement. On a des jeunes qui ont suivi le programme de Delors dans les mains en 5e il y a 3 ans et qui, l'année dernière, en septembre, là, ont choisi la joaillerie. On en a un autre qui a choisi le maroquinier et on est en train de consolider ces chiffres. Après, nous, quand on intervient au sein d'un établissement scolaire, on s'adresse à tous les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les volontaires, ce n'est pas uniquement ceux que les profs pourraient nous conseiller. C'est vraiment tout le monde parce que je pense qu'il faut acculturer l'ensemble de cette nouvelle génération à ces enjeux de comment est fabriqué un objet, d'où viennent les matériaux, c'est quoi la raréfaction des ressources et peut-être qu'on arrêtera d'avoir toute une génération qui achète sur chaîne et qu'on blâme d'acheter sur chaîne alors qu'en fait on a oublié de les éduquer à ça. Justement, ça me met une bonne transition pour poser une question à Laurence Decréau. Est-ce qu'on a vraiment besoin davantage d'artisans en France? Est-ce qu'il y a des débouchés dans ces métiers? Par exemple, tout le monde va chez Ikea, presque tout est fabriqué en Chine. Est-ce que c'est important aujourd'hui quand même? Là, je pense qu'il y a 2 choses à voir. C'est qu'il y a, dans les métiers dits manuels, il y a d'une part l'artisanat qui est un petit peu proche de l'artisanat d'art, et puis il y a l'artisanat industriel. Ouais. Et ce qui manque aujourd'hui en France beaucoup, c'est l'artisanat industriel. C'est là, vous disiez par exemple, le soudeur qui peut gagner 4 000 € par mois. Idem, les chaudronniers, on en demande, et c'est un métier hyper intéressant, ça requiert des maths, enfin c'est quelque chose de très puissant, le chaudronnier, mais on n'arrive pas vraiment à trouver, alors que moi, ce que je voudrais noter, ça fait 10 ans que je travaillais sur le sujet, et en interviewant plein de gens, je me suis rendu compte que... moi, j'ai vu une différence énorme, notamment avec le Covid, c'est que maintenant, l'appétit pour le travail manuel est en train de se généraliser. Il y a eu... Au début, c'était quelques cols blancs qui avaient envie de se reconvertir. On les regardait un peu comme des bêtes curieuses. Et maintenant, c'est quand même, je trouve, assez massif, du moins du côté des reconversions. Et quand même un grand pas qui a été franchi, et je pense que vous en êtes un exemple magnifique, à Delors dans les mains, c'est que maintenant, l'éducation nationale ne ferme plus ses portes et regarde au moins ce qui se passe. Elle vous laisse entrer chez elle. Il n'y a pas longtemps, c'était inenvisageable. Quand je vois comme l'outil en main a galéré pendant des décennies, ah oui, il y avait quand même l'éducation nationale était quand même pas très réceptive. Ah du tout, mais pas du tout. Il y avait toujours cette idée que ça ne devait pas faire partie de l'école. C'est comme on disait en latin, sordidus. Voilà, c'est sale. Et oui, il y a des débouchés, il y a du travail. C'est vrai qu'on se dit pour des parents. Ébéniste, est-ce qu'il va gagner sa vie? Je vais laisser Gabriel répondre sur le plan artisanal, mais sur le plan de l'artisanat industriel, il y a vraiment une demande très très forte. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre les parents, ils veulent forcément que leurs enfants fassent des études, aillent vers un bac général, ils veulent, c'est le Graal, c'est le bac plus 5 pour tous. Et c'est vrai pour les parents qui m'appellent, qui me disent, vous pensez que je devrais le mettre en CAP, parce que là vraiment à l'école ça va pas du tout. C'est toujours un petit échec en fait. Mais je crois qu'on est quand même dans un moment très particulier où on sait que l'IA est en train de détruire beaucoup d'emplois qui étaient destinés à des bacs plus 5. Et donc aujourd'hui, 5 ans de droit ne vous garantit pas un meilleur salaire qu'un menuisier, même bien au contraire. Et donc en fait, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, si l'IA détruit les emplois comme on nous l'annonce, il va y avoir une massification, une réorientation massive vers ces métiers, qui en plus sont des métiers dont la demande va grandir, notamment dans une perspective de transition écologique et aussi de réduction de la démographie. Donc on parle notamment de centaines d'emplois qui vont ouvrir dans le milieu agricole, pour la mobilité douce, pour la rénovation du bâti. Donc il y a vraiment de l'emploi. Il y aura de l'emploi. Il y a aussi quand même plus de 60%, je crois, des artisans, chefs d'entreprise qui ont plus de 50 ans. Et donc, en fait, ils vont céder. Il va falloir remplacer, forcément. Laurence Decréau, est-ce que vous pouvez nous parler du Festival des vocations que vous avez créé? Alors, le Festival des vocations, il a été créé avant le Covid, où le contexte était fort différent. C'est-à-dire que, je vous disais, il y avait
quelques reconvertis, un HEC qui décidait de devenir plombier. Enfin, on les regardait comme ça. J'ai fait un livre dessus d'ailleurs, parce que moi, ça me fascinait. Oui, il y a des étudiants d'HEC qui ont créé l'atelier des chefs, justement, pour des reconversions. Voilà, mais récemment, parce que Oui. moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était 2015, il n'y avait rien de tel. Et pardon, votre question, c'était, là, je fais... Le Festival des vocations, Ah oui, le Festival dont des la vocations. dernière édition se déroulait à Marseille. Voilà, c'était au MUSEM. Et donc, grand l'idée, musée c'était marseillais. après avoir donc écrit ce bouquin et réfléchi au sujet, je me suis dit, mais en fait, il y a une espèce d'aberration, c'est qu'on pense que les manuels sont idiots, qu'on est humilié à l'idée que son enfant puisse aller être orienté, parce que quand on dit orienté, c'est jamais orienté vers le lycée général, c'est orienté vers le lycée Moi, professionnel. l'expression orientée, c'est dingue. l'orientation, pour moi, c'est toujours négatif. Parce que quand on était à l'école, on nous disait si tu ne travailles pas, tu seras orienté. Oui, parce que ça veut dire que la voie normale, le boulevard, c'est d'aller faire le bac général et ensuite d'aller à la fac ou bien en grande école. Et si on n'y va pas, c'est une déviation. Voilà. Donc il faut orienter, enfin, ce qui est aberrant. Aberrant quand on pense qu'il y a même plus de jeunes qui ne font pas le bac général que de jeunes qui font... Enfin bon, on marche sur la tête. Et moi, justement, pour combattre ça, je me suis dit, il faut changer les mentalités. Et les mentalités, donc l'idée du Festival des vocations, c'était de réunir autour d'une vocation commune. Première année, c'était réparer. Les réparateurs manuels et les réparateurs dits intellectuels. Donc, une médiatrice justice qui va discuter avec un plombier, etc. Voyez, et mettre des ateliers où on aura aussi bien un atelier maths qu'un atelier menuiserie, etc. Voilà, donc c'était pendant Donc 3 jours. mélanger les vocations, en fait. Voilà, mélanger et montrer que les compétences d'un... Alors, on a fait un dialogue qui était assez génial entre une neurochirurgienne spécialiste de la réparation des AVC avec un plombier. Et parce que finalement, il répare, il se pose des questions, il y a une panne, il y a quelque chose qui ne marche pas, comment je m'y prends, par où je passe, etc. Et le fameux plombier, c'était un reconverti ancien HEC. Enfin, c'était croquignolet de voir finalement que 2 métiers qui, a priori, sont pour nous à 180 degrés, avaient plein de choses à se dire. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Et les gens qui écoutent se disent, je suis un peu crétin finalement de me dire que mon fils, il est tué. Je suis Oui, parce qu'il faut humilié, faire c'est changer un petit peu la mentalité des parents surtout. C'est surtout les parents, parce que les gamins maintenant, ça choque beaucoup moins. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, et ça je tiens à le dire, c'est quand même que moi j'avais l'impression de ramer contre vents et marées. Et là, d'un seul coup, j'ai vu émerger plein de projets. Avec l'arrivée de l'IA, quand même, tout a changé. L'arrivée de l'IA et le Covid, quand même, qui a fait redécouvrir aux gens le fait de faire la cuisine, de vouloir cultiver son jardin, etc. Et je pense qu'on est vraiment dans une ère complètement différente et que le grand problème maintenant, ceux sur lesquels je voudrais bien orienter mon festival, c'est les métiers intellectuels qui sont mal barrés. Ou c'est la cata, finalement. Ouais. Avec l'intelligence artificielle, oui, parce que moi je suis aussi traductrice et il y a beaucoup de maisons d'édition qui maintenant font faire la traduction par ChatGPT et ensuite le traducteur d'avant, c'est plus un traducteur, il vient vérifier qu'il n'y a pas de bêtises. C'est un pour relecteur. un salaire qui fait 5 fois moins. Donc on est mal parti de ce côté-là. À l'heure du numérique, des écrans... Vraiment, et aussi, il y a des lois qui passent sur l'interdiction des écrans, du téléphone portable, etc. C'est d'autant plus important la redécouverte des métiers manuels. Oui, parce que ça ouvre un espace de connexion au réel dont on a besoin, dont les jeunes ont besoin. Je crois que dans les statistiques qui ressortent, on voit bien en fait que les élèves aimeraient bien que les réseaux sociaux n'existent pas. Donc comment est-ce qu'on leur offre des espaces... Une jeune fille qui m'a posé une question, elle me dit « j'aurais aimé connaître la vie sans écran ». C'est vrai. Oui. Et donc comment ces lieux peuvent... La vie sans téléphone recréer... portable, de voyager sans téléphone portable. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue finalement. Mais parce qu'en fait, c'est aussi des lieux de coopération, de vivre ensemble, pour retisser du lien dans des territoires où en fait on a séparé les gens entre eux. Et là, on est quand même dans une époque où on peut même avoir des amis virtuels. Donc en fait, comment est-ce qu'on recrée des espaces ? Des professeurs virtuels, avec les avatars, avec l'arrivée des avatars. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même une vraie demande de l'éducation nationale. Nous, on a 350 collèges sur liste d'attente pour nos programmes. Donc en fait, les enseignants ont cette conscience d'avoir envie de venir compléter leurs apprentissages par d'autres formats. Là, l'éducation nationale, maintenant, tout se passe bien. Au début, quand vous avez créé l'association, est-ce que l'éducation nationale était un petit peu réticente, justement, à l'idée de vous accueillir, d'accueillir des artisans ? Je pense que j'étais maline et que j'ai vraiment proposé des programmes avec les codes de l'éducation nationale et notamment en lien avec les programmes scolaires. Vous êtes enseignante à la base Non.
Non, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'égalité des chances avant de fonder De l'or dans les mains. Et donc, en fait, nos programmes permettaient de faire en sorte que les enfants qui allaient fabriquer des objets avec les artisans le fassent toujours en lien avec une notion de leur programme scolaire. Donc, en fait, les enseignants, ça leur parlait. Et la deuxième chose, c'est que depuis quand même quelques années, la découverte des métiers, c'est des temps qui sont balisés et qui sont obligatoires au sein du temps scolaire. Et qu'en fait, faire venir des parents pour leur parler de leur métier, ça a des limites pour les jeunes. Et que les enseignants, en fait, sautent sur une occasion comme De l'or dans les mains, où en fait, les jeunes sont mis en mouvement pour découvrir des métiers et se développer. Oui, puis ça permet aussi de mieux appréhender les maths lorsqu'on fait de la cuisine, absolument. de mieux appréhender lorsqu'on fait de la marqueterie, de l'ébénisterie. On utilise aussi d'autres compétences. Absolument. C'est plutôt la chimie. Oui, la cuisine, c'est plutôt... Oui, mais il y a les maths aussi, hein. Il faut convertir les millilitres, les litres, etc. On a encore peu de temps, Laurence Decréau. C'est curieux, vous êtes agrégée de lettres classiques et à la fois vous vous intéressez aux métiers manuels. Oui, c'est... Donc les deux ne sont pas... On peut réconcilier ces deux-là. Ah bah totalement. Moi, j'ai besoin d'avoir un sentiment d'injustice à réparer pour m'exciter pour quelque chose. Et là, quand j'ai compris à quel point j'avais été stupide en tant que prof de dire, comme tout le monde, « Ah bah il est nul, on va le mettre en voie professionnelle ». Vous avez fait ça vous-même ? Ah ben oui. Ah mais pour moi, c'était une évidence, franchement. J'ai découvert ça petit à petit. Puis il y a eu quand même un grand... le Fiat Lux, ça a été Matthew Crawford avec L'éloge du carburateur, qui est un bouquin phénoménal. Et là, j'ai compris toute l'intelligence qu'il y avait dans le travail de la main. Et je me suis dit, mais quelle gourde t'as été. Oui, puis il y a plusieurs livres. Il y a les intelligences multiples. Il y a énormément de... Il y a Richard Sennett sur l'artisanat, c'est extraordinaire. Ce que c'est la main, c'est magnifique comme livre. Enfin, tout ça, c'est... Et on voit exactement le lien qu'il peut y avoir très précisément entre les opérations mentales qu'on fait pour réfléchir à quelque chose d'abstrait et les opérations mentales qu'on fait pour fabriquer quelque chose ou pour réparer. Ce sont vraiment les mêmes opérations. Et moi, qui étais pendant longtemps dans l'édition une réparatrice de texte, franchement, quand je lisais ce que disait Crawford sur la réparation de moto, je me disais, mais on fait le même job, sauf que lui, c'est avec une moto et moi, c'est avec un texte. La main prend plus de place dans notre cerveau que notre visage. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Donc c'est vraiment... les deux sont liés. Ah oui. Il y a pas et on peut être aussi doué intellectuellement à faire du latin et du grec, et aussi être doué de ses mains. Mais absolument. Ouais. On ne Absolument. peut pas être un bon menuisier si on n'est pas bon en maths, par exemple. Par contre, on peut devenir bon en maths en faisant de la menuiserie et ne pas réussir à être bon en maths théoriquement en classe. Vous auriez aimé, vous, être artisan ? Est-ce qu'il y a un En métier ? tout cas, moi, j'étais très créative et oui, j'aurais vraiment pu choisir cette voie. Quel métier en particulier ? Moi, j'aimais beaucoup être au jardin, j'ai beaucoup jardiné avec ma grand-mère. En tout cas, ça faisait partie de ma culture quotidienne et c'est plutôt en arrivant à Paris pour faire mes études où je me suis rendu compte que plein de gens n'avaient pas cette culture, et notamment à Sciences Po, où on est quand même censé préparer des politiques publiques, et en fait, de ne pas avoir cette culture agricole ou artisanale a, je pense, faussé en fait, les politiques publiques qu'on a détricotées ou retricotées. Et justement, pour finir, il y a François Ruffin qui s'est mobilisé justement pour remettre les travaux manuels à l'école. Est-ce que vous avez le soutien des députés, des sénateurs sur ce sujet ? En tout cas, on n'est pas pour rien, je pense, pour François Ruffin. En tout cas, oui, en fait, on fait vraiment un travail de plaidoyer chez De l'or. Vous êtes allé le voir pour lui en parler ? En tout cas, oui, j'ai ma directrice de plaidoyer qui travaille main dans la main, enfin, qui est en contact avec ses équipes. Nous, on a écrit un livre collectif aussi avec 45 auteurs qui s'appelle « En finir avec les défauts sur les métiers manuels et l'artisanat ». Et donc voilà, il y a quand même un mouvement collectif pour... Vous pensez qu'il y aura un texte de loi pour remettre les travaux manuels au collège ? Je pense que ça prendra le temps qu'il faudra, mais je pense que c'est ce qu'il faut qu'on souhaite. Eh ben, merci beaucoup, merci pour ces bonnes paroles. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École. À bientôt. Merci. Merci.